Rémy Souta demeure un inconnu pour la plupart de nos compatriotes. Je ne parle même pas uniquement du grand public, mais même les décideurs économiques et politiques qui pourtant auraient mille et une raisons de s'en inspirer. Pourtant, Rémy Souta est contemporain de l'après-guerre. Il sera maire de Saint-Claude jusqu'à 1965. Ah bien regardez, ce n'est pas si vieux. Rémy Nessotta a eu une pensée sur le développement de la Guadeloupe, sur la gouvernance territoriale, et il a été surtout porteur d'une pensée novatrice sur notre ancrage caribéen. Ma recherche sur Rémy Nessotta a commencé lorsqu'il m'est venu à l'idée de dégager les lignes forces des idées politiques qui se sont déployées sur le territoire guadeloupéen à partir d'une question simple. Existe-t-il une pensée politique guadeloupéenne? En quoi a-t-elle été influencée par d'autres idées venues de France, de la Caraïbe et plus généralement du monde? Mais aussi, en quoi ces idées ont-elles impacté le réel guadeloupéen? Comment ont-elles été tout simplement portées? J'ai aussi cherché à déterminer ce qui pourrait être les séquences de cette pensée politique sur notre sol. Sont-elles les mêmes séquences que sur le sol métropolitain en France? Ou alors connaissent-elles, obéissent-elles à une logique particulière? C'est dans ce cadre que j'ai abordé Rémy Nessoutta. Je ne suis peut-être pas un spécialiste de l'homme et de son œuvre, loin de là. Il existe des historiens et des érudits qui en savent peut-être plus. Mais ma réflexion s'est limitée sur ses idées politiques et plus particulièrement ses idées à propos du développement de la Guadeloupe. Je tenterai simplement de resituer le personnage dans la période qui est celle de son intervention publique et de ses prises de position. Je vais tenter d'analyser ces idées à l'aune des problématiques d'aujourd'hui pour tenter de mesurer l'érosion que le temps a pu produire sur ce corpus d'idées. L'homme, qui est-il? Rémy Nessoutta est avant tout ce que j'appelle le dépassement d'une tradition. L'homme dispose d'atouts indéniables. C'est son ouverture sur le monde dans une période où l'horizon intellectuel se circonscrivait généralement à la Guadeloupe et dans de rares exceptions à la France métropolitaine. Il pose ses valises en Europe en tant qu'étudiant, exerce sa profession de vétérinaire à la Martinique, en Afrique, avant de retourner sur sa terre natale de Guadeloupe. C'est un parcours exceptionnel pour l'époque et pour ce natif de Saint-Claude. On pourrait presque parler de nomadisme, tant ses expériences sont multiples à travers différentes parties du monde. Mais pour autant, son attachement à sa terre natale ne s'est jamais démenti, sa vie durant. Il cherchera les voies de l'excellence et de la performance qui seront à ses yeux les seules issues possibles afin de conjurer les contraintes de l'histoire et de la géographie. Alain Buffon a pu écrire à cet égard. Il a laissé un grand souvenir en Afrique, comme l'a écrit Amadou Camara, par sa culture, par son rayonnement et par son prestige personnel. Nessoutta a réhabilité la négritude avant la lettre, ce qui était un exploit en milieu colonial. Pour cela, il est encore vivant dans la légende. Au Sénégal, son nom a été donné à l'amphithéâtre principal de l'Institut scientifique de Saint-Louis, à une avenue du quartier de cette ville. Et Nessoutta s'inscrit incontestablement dans le renouvellement et la modernisation de la politique guadeloupéenne, de la pensée politique guadeloupéenne. Il vit l'époque charnière du passage de la société de plantation à la société de consommation. Il tente d'élever la politique au-dessus des affrontements de personnes. Il tente de décentrer la politique par rapport à l'exclusif assimilationniste. Sur le plan politique, après l'espérance déçue de la départementalisation, la cristallisation politique entre assimilationnistes et autonomistes entre dans sa germination. La structure sociale se modifie progressivement avec l'arrivée d'une classe moyenne de l'école qui a connu les bancs d'école et de l'université et qui a une autre ouverture sur le monde. La Guadeloupe se décloisonne. Elle fera d'autant plus rapidement ce décloisonnement que l'émigration projettera hors de l'île des milliers de jeunes à la recherche d'emploi. C'est donc un pays sur la voie de la modernisation, en quête d'identité, avec une structure sociale encore archaïque qui se dessine sous les yeux de l'observateur averti qu'est Rémy Nessoutta. Il a connu l'Afrique et mesure le risque de dépossession qui s'esquisse dans les politiques publiques découlant de la philosophie assimilationniste.
L'engagement politique de Minnesota est essentiel à cet égard. En effet, cet engagement commence en Afrique. Selon les propos de François Mancuel, il participe à l'éveil des consciences au Sénégal, au moment où la jeunesse de ce pays dressait pour affirmer son identité. Il écrit: il est possible que de jeunes Sénégalais aient eu vent des événements par l'entremise de l'inspecteur vétérinaire antillais Rémy Nessoutta, qui initia les jeunes membres du groupe aux luttes politiques des Noirs des Antilles françaises. Nessoutta eut par la suite une carrière politique en Guadeloupe. De retour au pays, il prit le temps de l'observation. La période de la guerre n'était pas propice à un engagement. Il ne fit jamais allégeance au pouvoir pétainiste en Guadeloupe. Il eut même maille à partir avec les autorités lors de ses conférences. C'est donc après la libération qu'il fit son entrée en politique en tant que conseiller général, en tant que maire de Saint-Claude de 1945 à 1965, sans discontinuer. En tant que conseiller général, il fut le représentant de la Guadeloupe à la conférence de Saint-Thomas sous la coopération caribéenne en 1946. Il participa activement au colloque sur l'assimilation le 4 mai 1958 au cinéma La Renaissance, organisé par la revue guadeloupéenne par Maître Joseph Lative. On peut lire dans l'édition spéciale de la revue guadeloupéenne le système de l'assimilation en raison de la timidité volontaire des premières tentatives de mise en valeur a été pour le plus grand nombre condamné. L'assimilation peut être comparée à un arbre planté depuis 10 ans et que l'on juge à partir de ses fruits amers. L'autre fait marquant de la vie politique de Nessoutta fut la présidence de la Journée des intellectuels communistes le 22 juillet 1958 au Palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Voilà ce qu'il dit dans son allocution d'ouverture. Chers camarades, vous nous proposez de scruter ces énigmes, de rechercher où sont les entraves, où sont les obstacles à notre progrès matériel, économique et social. Quand vous les aurez mises en lumière, de travailler rationnellement à les détruire, de lutter en un mot pour la véritable émancipation de notre pays. Je salue avec émotion cette belle initiative du Parti communiste guadeloupéen. Je compte vie tous les hommes de bonne volonté à s'y associer. Je souhaite que ce 22 février 1959 demeure une date historique. Quelques discours de circonstance ou engagement véritable sur la voie de l'émancipation politique, la question des choix stratégiques de Rémy Nessoutta reste posée. L'interrogation portera sur ses relations avec le Parti communiste guadeloupéen. En était-il membre? Il ne l'a jamais affirmé. Et on ne trouve pas trace dans ce parti d'adhésion de Rémy Nessoutta. Il a bénéficié certes du soutien de celui-ci dans ses campagnes électorales, sans jamais afficher une appartenance. L'analyse des discours du 22 février 1959 révèle une réalité contradictoire. L'emploi du thème camarade peut traduire une forme d'adhésion. Il semble par ailleurs prendre à son compte les objectifs de la manifestation. Mais de notre côté, il y a une forme d'éloignement. Il tente de se situer en dehors de l'appareil. Il se place volontiers dans la catégorie des hommes de bonne volonté. En poussant plus loin l'analyse, de nombreux éléments écartent Rémy Nessoutta de l'idéologie communiste. Il critique l'assimilation. Il ne veut en aucun cas franchir le pas de la rupture des liens avec la France. Il recherche le point d'équilibre entre la personnalité guadeloupéenne qu'il défend et protège et l'appartenance triséculaire à la France. En outre, le projet économique de Rémy Nessoutta vise à terme à l'émergence d'un capitalisme local, ce qui l'éloigne de la collectivisation des moyens de production préconisée par le Parti communiste. Il fait partie des compagnons de route que le Parti communiste saura gagner à cette époque, à cette période très favorable à l'expansion de l'idéologie communiste. La filiation idéologique de Rémy Nessoutta, ses idées, même si elles procèdent d'un renouvellement, n'en sont pas moins dans une certaine continuité par rapport au mouvement des idées de la société guadeloupéenne. C'est chez Achille René-Braneuf que l'on retrouve les germes d'une pensée autocentrée. À plusieurs niveaux, Achille René-Braneuf inverse la tendance coloniale classique en introduisant une approche territorialisée de l'action politique. Il est le premier à penser la Guadeloupe en territoire. La grande patrie et la petite patrie sont ces deux mots d'ordre. Nous sommes français, c'est notre gloire. Cela ne nous dispense pas d'être fiers d'être guadeloupéens, d'aimer ardemment ce petit coin de terre. Le renforcement du pouvoir local,
Et il l'exprime ainsi: le jour où il appartiendra au Conseil général, devenir un véritable parlement local, de décider quasi souverainement, dans les limites d'une charte libérale, des questions intéressant la vie intérieure de la Guadeloupe. Voilà cette pensée, qui se situe certes dans une approche territoriale, mais qui situe le pays Guadeloupe comme pays et bien au-delà de la petite patrie de Bras-Neuf dont il emprunte la formule. Il cherche les moyens de la rendre autonome. S'il peut être considéré comme un compagnon de route du Parti communiste guadeloupéen, comme nous l'avons vu précédemment, il ne peut en aucun cas s'inscrire dans les dogmes qui nourrissent ce parti. Nesta se refuse à tout enfermement idéologique. C'est un Caribéen convaincu. Il est plus pragmatique que les communistes. Il refuse le prêt-à-porter la guerre idéologique de la guerre froide et préfère avancer étape par étape. L'économie est à la base de toute sa démarche. Maîtriser et valoriser la production locale, utiliser toutes les potentialités et gagner une forme d'autonomie sont des préoccupations premières. Sa critique de la départementalisation vient en tout premier lieu dans cette déperdition de la substance locale qui en est la conséquence. Par ailleurs, il est beaucoup plus en avance que ses alliés sur le plan de la défense et de la promotion de l'identité du patrimoine. Rémy Nesouta est le précurseur de l'émergence identitaire. Il annonce le mouvement de réappropriation culturelle qui vont se développer à partir des années 70. Les piliers de la vie politique, de la politique de Rémy Nesouta, dans l'article très intéressant qu'il publie sur son blog, Teddy Mazemba écrit: la préoccupation première de Rémy Nesouta était la réalisation d'un développement économique de la Guadeloupe axé autour de son environnement géographique, la Caraïbe, et de ses ressources naturelles. C'est ce but ultime qui guide toute sa réflexion économique et sociale. Il va sans dire qu'au regard de l'attachement de cet homme à la France, il ne s'agissait nullement d'un projet d'indépendance vis-à-vis de l'Hexagone. La pensée économique de Rémy Nesouta. Cette pensée économique s'articule, à mon avis, au niveau de deux idées. Il est le précurseur de ce qu'on peut appeler l'économie endogène et la souveraineté alimentaire. Avant la lettre, on pourrait pratiquement dire. C'est un des premiers lieux sur ce terrain que Rémy Nesouta va porter l'accent. Sans le dire, il postule la fin de l'économie coloniale. Il déplore l'orientation de la production vers l'exportation qui a pour conséquence de maintenir la Guadeloupe dans un état de dépendance mortifère. Il est préoccupé par la question des ressources et de leurs utilisations. Et cette formule est intéressante d'ailleurs, quand il nous dit: eh oui, Guadeloupéens, nous possédons tout et nous importons tout. Notre fonction dans le monde semble être d'importer. Nous importons des poteaux téléphoniques, de la paille emballée, les bananes, emballer les bananes. Nous importons jusqu'à de l'eau, jusqu'à des fleurs des champs. C'est dans le texte Sésame ou les clés de la prospérité créole qu'il va exposer de façon précise sa vision du développement économique. Le titre de ce texte appelle quelques observations. La référence au sésame est relativement significative de la volonté de Rémy Nesouta de déborder les clichés et la routine. Le sésame, c'est ce qui permet d'ouvrir toutes les portes, d'accéder à ce qui apparaît impossible. D'autre part, son objectif est la prospérité. Idéal socialement ou tout simplement utopie fondatrice, Rémy Nesouta est en quête du bien-être pour toute la société. Mais la plus importante est la dimension culturelle et identitaire qu'il confère à son projet. La prospérité créole s'adresse à un public qui repose tout sur des objectifs de territorialisation et suppose une prise de conscience de ce que nous sommes. C'est certainement l'aspect le plus novateur de la pensée de Rémy Nesouta. D'un point de vue économique, Rémy Nesouta entend faire reposer le développement prioritairement sur l'utilisation des ressources locales. Il est certainement parmi les tout premiers à vouloir sortir des spéculations coloniales pour moderniser l'économie. Il écrit: une économie bien comprise
visant à satisfaire l'intérêt général réduira évidemment au profit des cultures alimentaires et jusqu'à sa saturation de notre marché intérieur l'aide démesurée consacrée à la canne à sucre. Deux formules méritent l'attention. Il s'agit de la satisfaction de l'intérêt général. Oui, certes, se comprend ainsi de la bouche d'un ancien fonctionnaire traduit le rapport particulier qu'il a à la chose publique et un amour du pays que nul ne saurait lui contester. L'autre formule est la saturation du marché intérieur. La notion de marché intérieur corrobore les explications ci-dessus données sur la mise en échec de la dépendance économique. Mais elle postule surtout la volonté d'une autosuffisance alimentaire que l'on peut retrouver dans l'idée d'une saturation. Il préconise une forme de revalorisation des produits du terroir. Et il avait cette formule extraordinaire. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Cette formule peut être considérée comme le point d'orgue de l'économie politique chez Rémy Nessopa. C'est un véritable défi qu'il lance à la société guadeloupéenne. Et pourtant, en ces termes, c'est que l'homme de la terre est noble, l'igname roturière où l'on mange même avec appétit. Mais elle ne fait pas riche. On n'aime pas être sous prix en tête à tête avec elle. On en rougirait. Ah, si elle nous venait d'Europe ou des États-Unis, j'en dirais autant de la banane verte, du fruit à pain, de la farine de manioc. Si l'analyse économique est un facteur essentiel qu'il met au cœur de son discours, il est difficile d'en écarter la dimension culturelle. Les complexes, l'aliénation culturelle explose dans ses propos saisissants de réalisme. Sont-ils encore valables de nos jours? Je vous laisse porter la réponse. Il opte pour le tourisme et le thermalisme. Il devance à cet égard toutes les politiques publiques qui tenteront à partir des années 60 de faire du développement touristique un axe fort du développement économique de l'archipel guadeloupéen. Il écrit: non seulement la nature nous donne en surabondance l'eau douce pour tous les usages, mais la Guadeloupe est encore le pays des plages et des sources thermales, santé et délassement pour les Guadeloupéens d'abord, puis, par surcroît, clientèle du continent de l'archipel, une clientèle de choix, une clientèle à dollars. Ces propos sont bien en avance pour l'époque. Ils mettent en évidence une faculté extraordinaire chez leur auteur à dépasser le cadre traditionnel de l'économie coloniale pour la satisfaction des besoins de la population. L'autre aspect de la pensée de Rémy Nessopa qui mérite une attention est la place qu'il accorde à l'humain. Il fait figure de précurseur et témoigne d'une modernité remarquable pour l'époque en ces temps où le productivisme et le taylorisme tiennent lieu de référence et de Bible. Il offre un dépassement, une démarche novatrice, notamment pour les économies insulaires. Celles-ci n'ont pas fait l'objet à cette période d'analyse poussée et restent liées à un pacte colonial que Rémy Nessopa veut enterrer définitivement. Il dépasse la vision purement économiste. Pour remettre à l'ordre du jour l'homme au cœur de sa démarche, il va plus loin dans la mesure où il postule une forme de citoyenneté économique à partir de l'appartenance culturelle. Ici, la dimension créole prend toute son importance. Pour Teddy Mazemba, Rémy Nessopa fait partie des premiers auteurs à avoir utilisé le terme de capital humain. Il désigne sous ce vocable le savoir, la connaissance et le capital santé. Son programme pour l'éducation, s'il vise à dégager une élite responsable, n'en est pas moins un vecteur de cohésion sociale. À cet égard, il préconise l'introduction du travail manuel. Il en parle en ces termes: j'ai toujours regretté pour ma part que l'apprentissage des métiers manuels ne tienne pas dans les programmes scolaires, à tous les degrés secondaires comme primaires. L'évolution passe par l'appropriation d'un idéal commun, fondé sur l'amour du pays. Elle passe aussi par la discipline.
il pose le problème très souvent controversé de l'autorité qu'il souhaite ferme et juste. Cette formule tirée de la conférence Sésame ou les clés de la postérité créole exprime parfaitement la pensée profonde de Rimini Souta. Couronnant cet ensemble, je vois en outre le perfectionnement du capital humain par la culture du corps et la culture de l'esprit. On trouve ici les élans qui sont aujourd'hui portés à l'ONU par les petits États insulaires et à cet égard, on peut dire que la pensée économique de Rémy Nesota innove, annonce la mise en place de cette véritable démarche qui est celle des PEID, c'est-à-dire des petits États insulaires en développement. Rémy Nesota, à cet égard, est vraiment avant-gardiste.